Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode qui est sorti hier, qui était donc sur les conclusions de la première semaine du Tour de France. Donc on avait débriefé les différentes étapes et puis on avait tiré les premiers enseignements de la première semaine. Et donc aujourd'hui on se consacre à la seconde semaine. Donc pour ça, on va passer sur le profil de chacune des 6 étapes qui composent cette deuxième semaine. Et puis on analysera les différentes stratégies qui pourront être mises en place par les équipes du Tour de France. Et ça commence tout de suite avec l'étape numéro 10, qui se tiendra donc ce mardi, qui partira d'Orléans et qui ira à Saint-Amand-Moron. Donc c'est une étape toute plate, 187 km, avec même pas 1000 mètres de dénivelé positif. Autrement dit, on a un sprint qui est envisageable. Euh, la question, c'est même, est-ce qu'on aura une échappée? On est en lendemain d'étapes de repos. On sait que sur les étapes toutes plates, là, il y a vraiment aucun point à aller chercher. Il y a juste un sprint intermédiaire, il y a même pas de grimpeur. Donc là, c'est vraiment la purge. Euh, Est-ce qu'on aura une échappée? On sait que maintenant, donc, il y a plus trop d'échappées publicitaires, c'est plus vraiment la mode. Donc peut-être qu'il y a personne qui sortira et on aura une longue procession jusqu'à l'arrivée. La chose qui pourrait désorganiser un peu tout ça, ça serait l'apparition de bordures. Ça pourrait être possible, étant donné on est sur des routes, pardon, assez dégagées, mais ça dépendra de la météo. J'ai regardé la météo, pour l'instant, elle est prévue plutôt orageuse, donc un temps assez variable, mais pas trop de vent a priori, donc hypothèse des bordures à garder dans un coin de la tête, mais c'est pas l'hypothèse principale. Donc on court tout droit vers un sprint massif. Et donc pour ça, les favoris, c'est plus exactement les mêmes que la première semaine, déjà parce qu'on a des gars comme Mads Pedersen qui ne sont plus là. Philipsen est dans les favoris, mais on a vu qu'il était un peu court sur cette première semaine. Donc est-ce qu'il sera capable de se reprendre en main sur cette seconde semaine? Je pense qu'il a quand même perdu un peu de de vitesse de pointe, pardon, avec sa reconversion plutôt sur un type classic man. Donc je pense qu'il sera moins rapide toujours que l'an dernier, à peu près sur la même veine que ce qu'on a eu en première semaine. Donc c'est pas l'immense favori non plus. Même s'il peut être bien emmené par Mathieu Van Der Poel, on l'a vu sur certains sprints, Mathieu Van Der Poel était pas top, mais il y en a aussi certains où il a réussi à amener Philipsen de bonne manière. Donc pourquoi pas une première victoire d'étape pour Philipsen? Évidemment, il y a Binyam Girmay à prendre en compte. Il a déjà gagné 2 étapes, dont un sprint tout plat. Donc il pourrait gagner, même si sur le papier c'est pas le plus rapide. On voit que sur ce Tour de France, il a vraiment un sens tactique très aiguisé et qu'en plus il est très rapide, en bonne forme. Donc favori très important, évidemment immense favori pour le maillot vert. Moi, je verrais peut-être plutôt Dylan Groenewegen sur cette étape-là. C'est celui qui m'a semblé sur cette première semaine le plus rapide sur un sprint tout plat. Et ça sera le cas, en tout cas sur cette étape qui va jusqu'à Saint-Amand-Montrond. C'est aussi une belle équipe qu'il a autour de lui. On sait que quand c'est sur des sprints tout plats, c'est pas pour Matthews, donc toute l'équipe se met à son service, notamment Mesgetch qui est un très bon lanceur. Et donc, je pense que s'il est bien emmené, c'est le plus rapide. Et donc, ça serait peut-être mon favori pour cette étape-ci, Dylan Groenewegen. Après, on a aussi évidemment Arnaud Delis, qu'il faut toujours prendre en compte. Donc Delis qui a fait un peu n'importe quoi sur la première semaine, qui a attaqué tout le temps, qui a fait des sprints où il était pas toujours bien placé. Donc, Delis va très vite, mais j'espère qu'il aura pas trop il se ressentira pas trop, pardon, de tous ses efforts de la première semaine et qui trouvera le moyen de s'exprimer à 100%. Parce que pour l'instant, sur les sprints, il a souvent été un peu enfermé. Donc si jamais il arrive à trouver une bonne ligne de sprint qui lance au bon moment, peut-être qu'on peut avoir une victoire. Mais c'est son premier Tour de France, il faut qu'il prenne de l'expérience. Et pourquoi pas une première victoire d'étape donc pour Arnaud Delis. Euh, Ensuite, il y a des coureurs que je vois un peu en dessous. Par exemple, Gaviria. On a vu qu'il était très régulier sur cette première semaine, il a fait des bons résultats, mais il va quand même un peu moins vite que ceux qu'on a cités précédemment. Cette fois-ci, on est sur un sprint tout plat, donc pourquoi pas un Jakobsen ou un Demar, s'ils arrivent à être bien placés. On sait qu'ils ont des bonnes pointes de vitesse, mais que c'est toujours un peu galère pour eux de se positionner, donc ça peut être l'occasion. Il y en a un que j'aime bien, c'est Pascal Ackermann. On a vu qu'il est monté en puissance au cours de ce Tour de France. Peut-être que l'étape n'est pas vraiment à son avantage, puisqu'on a vu qu'il arrivait à rester bien positionné quand c'était difficile. Là, c'est vraiment tout plat. Mais Ackermann, vraiment, je me le note sur un bout de table. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire une belle deuxième semaine. Et puis enfin, on va quand même parler de Cavendish, puisque il a déjà gagné une étape. J'ai quand même un peu de mal à le voir rééditer cet exploit. Donc il a fait une victoire, et puis après, ensuite, il a jamais été dans le top 15, je crois, sur les autres sprints. Donc c'était vraiment très circonstanciel. J'ai un peu du mal donc à le voir rééditer cet exploit. Mais on ne l'écarte pas totalement.
Donc ça, c'était l'étape 10 qui nous emmenait à Saint-Amand-Montrond. Et l'étape 11 change tout de suite de registre, puisque là, on avait une étape toute plate. Et cette fois-ci, pour l'étape 11, qui part d'Evaux-les-Bains et qui va jusqu'au Luran, c'est 211 kilomètres, donc une étape assez longue, avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est vraiment pas rien. Ça témoigne d'une étape vraiment difficile. Donc c'est cool parce qu'on aura eu l'étape de sprint avant pour se remettre un peu en jambes après l'étape de repos. On sait qu'il y a certains coureurs qui ont un peu du mal à suivre après les étapes de repos. Mais là, on a une étape très exigeante. On a un départ qui est plutôt plat et vallonné. Donc l'ensemble des difficultés, les 4170 mètres de dénivelé positif, c'est surtout dans le dernier coup tiers de la course, qui sera donc très difficile. Je vois pas les sprinters punchers parce que on pourrait se dire qu'avec les difficultés, donc je vais vous présenter quand même rapidement le parcours, on est sur du plat quasiment jusqu'au kilomètre 104, 150 pardon, avec des petites montées, mais c'est rien de très difficile. En revanche, après on a un deuxième catégorie qui est de 4 kilomètres à plus de 8%, donc c'est très court mais ça monte fort. Juste après on enchaîne avec le Puy-Marie Pas de Pérol, donc là c'est 5 kilomètres à quasiment 8%, première catégorie. Ensuite une descente, puis le col des Pertuis qui est très dur. 4,5 km à 8%. Vraiment difficulté qui n'est pas à négliger. Et surtout, il y a des bonifications en haut. Bon, je pense que les bonifications seront pour l'échapper dans tous les cas, donc c'est pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Puy-Marie pas de Pérol, il est surtout une partie très pontueuse sur la fin. Le début est plutôt faux plat montant, par contre en revanche après c'est dur. Et aussi pour le col de Pertuis, c'est en deux étapes. Donc on a une première partie dure, un replat au milieu, puis une partie dure. Donc en fait c'est des cols, si on regarde les pourcentages et moyens, on se dit bon, c'est pas tant que ça, mais vu que c'est des choses irrégulières, ça peut vraiment faire très mal avec des pourcentages très forts. Donc l'enchaînement, je le disais, puis Marie pas de Pérol et puis col de Pertuis, avec Pertus, pardon, avec des bonifications au sommet du col de Pertus, mais je pense que ce sera pour les échapper, ça aura pas un grand incident. Une petite redescente, et puis pour finir, le col de Fond de Serre, qui est à 3 kilomètres à 5,6%, donc pas très dur. Donc ça permettra à différents profils de s'exprimer, avant une légère redescente et puis une arrivée un peu en faux plat montant. Donc bref, c'est des toboggans sur cette fin d'étape. On a des pourcentages très durs à certains endroits et on aura un départ plutôt plat. Donc quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce profil? C'est tout d'abord que bon, l'étape ça sera trop difficile à contrôler pour les sprinter punchers, je le disais, puisqu'on a plus de 200 bornes, beaucoup de D+. Je pense que c'est pas non plus assez dur pour que les favoris s'écharpent. Euh, Après, on a quand même Pogacar et Remco qui sont dans un registre un peu différent, qui auraient pas trop peur d'attaquer sur ce terrain-là. Tout est possible, même si je pense que c'est une hypothèse quand même qui n'est pas la plus probable. Euh, et puis en question de bonif, je pense qu'on a déjà des écarts qui sont beaucoup trop importants pour qu'on prenne les bonifs en compte. Puis ça veut dire qu'il faudrait rouler derrière l'échappée, dépenser beaucoup de force, donc j'y crois pas non plus. Donc je verrais plutôt une victoire de l'échappée, une échappée qui peut prendre pas mal de temps. L'échappée partira donc sur du plat, mais les finales sera escarpé. Donc ce qui veut dire qu'il faudra savoir sortir sur le plat, qui n'est pas le cas de tous les grimpeurs. Il faudra quand même résister dans le final qui est difficile. Donc quels profils peuvent briller là-dessus? On peut aussi avoir des profils un peu plus punchers, grimpeurs, qui pourraient être propulsés par exemple par des équipiers sur le plat et puis ensuite finir dans un gros groupe dans les parties très difficiles. Je pense qu'il y aura quand même des grosses équipes qu'il faudra surveiller. C'est des équipes un peu type on n'a rien à jouer au général, par contre on a beaucoup de coureurs chasseurs d'étapes. Donc très clairement la IF, il faudra surveiller. Donc la IF, on verrait qui Carapace par exemple qui peut briller là-dessus. Benilli, Alberto Bettiol, Rui Costa, Nelson Poles, ils ont vraiment beaucoup de coureurs capables de briller sur ce profil-là. On a vu que sur les étapes un peu intermédiaires, ils étaient vraiment souvent à l'œuvre, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une grosse activité des IF. Je me suis noté aussi les Bahreïn, puisque les Bahreïn, on a quand même des gars comme Moritz qui peut briller là-dessus. Pourquoi pas Buitrago, Bilbao, je m'étais noté. Après, le problème de Buitrago et de Bilbao, c'est qu'ils sont à 6 minutes au général. C'est-à-dire que c'est loin pour jouer le top 10, mais est-ce qu'on peut sortir en échappée et avoir du temps? Peut-être qu'on est contrôlé. On sait que c'est des coureurs solides et qui peuvent tenir, donc peut-être qu'ils auront pas vraiment leur bon de sortie. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faudra prendre en compte. La Movistar qu'on a vu assez proactive aussi sur ces dernières étapes, notamment sur l'étape numéro 9, où on avait 3 coureurs à l'avant. Là, je pense que c'est encore une étape qui peut briller, où Lascano peut briller, pardon. Peut-être Javier Romo aussi.
Aramburu, ça sera peut-être un peu trop dur pour lui quand même, mais vraiment Lascano, ça serait le profil idéal. C'est un coureur que j'aime beaucoup, j'ai peut-être tendance à le surcoter un petit peu, mais je pense qu'il peut faire une grosse chose sur cette étape-là. Côté français, il y a la FDJ, évidemment la FDJ qui est en mode chasseur d'étape cette année. Il peut y avoir des gens qui sortent pour la FDJ. Euh, j'ai noté quatre noms. Romain Grégoire, évidemment, ça c'est un profil qui lui va à merveille. Madouas, coureur très endurant, donc là une étape longue avec beaucoup de D+, ça peut lui convenir. Et puis aussi, pourquoi pas, Martinez et Gaudu, maintenant qu'ils sont loin en général, qu'ils vont pas faire trop d'efforts sur les autres étapes. Pourquoi pas les voir sortir là-dessus? On a vu Gaudy sortir sur l'étape numéro 9, qui était pourtant une étape qui lui provenait pas forcément sur le profil, enfin beaucoup moins que cette étape numéro 11, donc pourquoi pas. Et puis Martinez, pour l'instant, on l'a pas vu, mais j'attends de voir à quel moment il sortira, mais on a vu qu'il était capable de gagner des courses un jour, et là c'est un peu ce profil-là, comment dire, une espèce de semi-classique, donc c'est pas impossible que Lenny Martinez essaye de se glisser dans l'échappée. Après, Martinez, Godu, est-ce qu'ils réussiront à aller dans l'échappée? Sachant que c'est plutôt des grimpeurs et qu'au début ça sera plat, c'est pas gagné. Les autres équipes qui peuvent aussi chambouler cette étape, c'est peut-être Israël. Israël avec des beaux chasseurs d'étapes. Stephen Williams, Chris Neland, ça peut briller là-dessus. Évidemment aussi que Derek G. Le problème de Derek G, c'est qu'il est 4 minutes au général après son échappée de l'étape numéro 9. Et vu ce qu'il a fait sur le critérium du Dauphiné, je suis pas certain qu'on laisse Derek G dans une échappée alors qu'il est qu'à 4 minutes au général. Je pense qu'il y a un moment où il va devoir prendre la décision de perdre du temps ou alors jouer le top 10. Mais faudra faire quelque chose pour que Derek G, parce que ça m'étonnerait qu'on le laisse sortir pour l'instant dans une grosse échappée. Et pourquoi pas aussi la Jayco. Donc soit avec Michael Matthews ou soit avec Simon Yates. Je sais pas trop. Et après on aura des coureurs un peu plus isolés, mais les classiques quoi sur ce profil-là. Tom Pidcock évidemment qui peut briller là-dessus. Même si on a vu sur l'étape numéro 9 qu'il était pas si fort que ça pour l'instant, Tom Pidcock. Il montera peut-être un peu en puissance. Van Der Poel un peu dans le même registre, qui pourrait briller sur cette étape-là, quoique il y a vraiment beaucoup de dénivelé positif, c'est pas sûr. Après, côté Alpecin, il y a peut-être Axel Laurence qui pourrait se glisser dans l'échappée. Côté français, pourquoi pas Krag Andersen, mais sinon je vois pas trop qui pourrait gagner là-dessus. Euh, aussi Maxime Van Gils pour la Lotto. Van Gils qui était dans l'échappée, je crois, sur l'étape 9, mais qui s'est pas trop exprimé. Là, c'est un profil qui lui convient un peu mieux. Donc pourquoi pas. Zimmerman pour la Intermarché, parce que les autres coureurs, c'est plus sur des étapes un peu plus plates. Et puis Lutsenko, qu'on a vu déjà donc sur l'étape 9, qui pourrait aussi briller ici. Tobias Johansson, plutôt que Abrahamsen, parce que Abrahamsen, on sait qu'il veut sortir tout le temps. Là, le profil sera peut-être un peu trop dur pour lui. Donc, et puis côté français, on a aussi, pourquoi pas Paul Lapera. C'est vraiment une étape qui peut lui convenir. On sait que là, récemment, il n'a pas réussi à se mettre dans les échappées. Et Tasneuf, il était dans le groupe qui était parti en tout début, mais il s'était fait reprendre. Donc pourquoi pas Paul Lapera. Côté français, on a aussi la Arkea, avec Kevin Vauquelin, évidemment. Kevin Vauquelin, chasseur d'étapes désormais. C'est une étape qui lui convient très bien sur le papier. Surtout qu'on pourrait aussi avoir Christian Rodriguez dans l'échappée, qu'on a vu très en forme. Pour la DSM, on pourrait avoir Romain Bardet, Warren Barguil, même si Barguil est pas en super forme ces temps-ci. Et puis côté Direct Energy, Jordan Jegat, que je vois bien briller là-dessus. Surgis, ça sera peut-être un peu trop dur et les autres, ils sont pas aussi forts que ces deux coureurs-là. Donc je vois plutôt cette étape se jouer entre les échappées. Et il y aura beaucoup de noms à surveiller. Ensuite, on va probablement faire un petit lot groupé. Je suis désolé pour les étapes 12 et 13, mais c'est des étapes qui ont des profils qui sont assez similaires les unes et les autres. Donc la première, l'étape numéro 12, elle part d'Aurillac et elle va à Villeneuve-sur-Lot. 200 km, 2200 de D+, mais ça devrait passer pour quasiment tous les sprinteurs. On a une petite bosse dans la fin, mais qui est pas très dure. Je pense que tout le monde va passer. Peut-être qu'on aura certains sprinters légèrement émoussés, mais je pense qu'ils devraient tous passer. Donc étape de sprint, on va dire. Et puis le lendemain, on va d'Agen à Pau. C'est pareil, 165 km, 1800 de D+. Des petites côtes, notamment dans le dernier tiers du parcours, mais je pense encore une fois que quasiment tous les sprinteurs devraient passer. Donc c'est pour ça que je mets un peu ces deux étapes-là dans le même sac. Permettez-moi de cette expression, pardon. Et je pense que c'est à peu près les mêmes conclusions que pour l'étape 10. Donc on voit bien les quatre favoris, Philipsen, Girmay, Groenewegen, De Ligt. Quoique Groenewegen, c'est peut-être un peu trop... Peut-être que Groenewegen et Jacobsen, ce genre de profil, seront un peu émoussés par le profil. Mais dans ce cas-là, ouais. Clairement, De Ligt, Girmay, Philipsen, énormes favoris. Et puis les autres un peu derrière.
et je pense quand même que tout le monde devrait passer à peu près pour ces 2 étapes-là. J'ai pas trop regardé les conditions météo. Là, c'est vraiment trop tôt pour se prononcer là-dessus. Hem, Peut-être qu'on pourrait avoir des choses qui se feraient en fonction de la météo, s'il fait trop chaud, s'il y a des bordures, et cetera. Mais je pense que c'est des scénarios qui seront assez similaires. En tout cas, il y a quelques points pour la montagne à chercher des 4e catégories dans les 2 étapes. Donc peut-être qu'on peut espérer quand même une une échappée sur ces 2 étapes-là, du 11 et du 12 juillet, donc l'étape 12 et 13, entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot, pardon, et puis Agen et Pau. On espère un peu d'animation quand même, et un petit mano à mano entre les échappés et les équipes de sprinters, ça nous ferait pas de mal. Étape numéro 14, et là on passe au très sérieux, puisque c'est la première étape du week-end pyrénéen, donc les étapes 14 et 15 qui seront le week-end prochain. L'étape 14, elle se tient quand même 11 jours après l'étape du Galibier. Donc ça, c'est la première vraie étape de montagne, étape 14, après le Galibier qui était il y a 11 jours. Donc je pense que les conclusions du Galibier ne seront pas forcément celles de cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre deux, les formes évoluent, il y a la fatigue qui s'accumule, donc je pense que c'est un peu le départ d'une nouvelle course. Et s'il n'y a pas eu d'écart sur l'étape numéro 11, on sera donc à un statu quo par rapport à ce qu'on a eu à l'étape de repos du lundi 8 juillet. Donc cette étape, l'étape 14, c'est 150 km avec 4000 de D+, 3 cols. Donc tout d'abord le Tourmalet, hors catégorie, la Hourquette d'Ancizan, deuxième catégorie, et Saint-Lary-Soulan, le Plat d'Adé, hors catégorie. Donc ça c'est des ça c'est des clairement des noms de cols qui nous parlent bien. Étape typique pyrénéenne, pardon. En plus on parle de Pau, donc c'est une étape où au début c'est assez plat, puis ensuite on se dirige vers les Pyrénées et puis on enchaîne les 3 cols quasiment à la suite. Donc vraiment étape coupée en deux, entre plat au départ de Pau, puis ensuite on enchaîne les cols. Donc ça veut dire que l'échappée se formera sur le plat. Je pense qu'elle devrait quand même pas se jouer la victoire, parce que il devrait y avoir des équipes de leaders qui devraient contrôler assez facilement, je pense, et se jouer la victoire. C'est la première grosse arrivée au sommet, donc je pense qu'il y aura certaines équipes, notamment la UAE, qui auront des idées derrière la tête. Donc je vois pas trop l'échappée se jouer la victoire, mais il y a quand même beaucoup de points à aller chercher pour le meilleur grimpeur. Il y a aussi un peu de prestige, passer en tête du Tourmalet, c'est pas rien. Donc quand même une belle échappée, je pense, mais qui se fera reprendre par les équipes de leaders, soit dans la Hourquette dans 6 ans, soit dans le plat d'AD. Euh, donc vu que c'est une échappée qui se forme sur le plat, on n'aura pas forcément que des grimpeurs en plus. Donc c'est pour ça que je donne pas totalement sa chance à cette échappée-là. Euh, les cols sont durs. Ça c'est un point à noter quand même. Les 3 cols s'enchaînent à peu près et ils sont très durs. Le Tourmalet, pas besoin d'en parler. 19 bornes à plus de 7%. C'est très long, c'est très dur, rien à dire. Donc vraiment, Tourmalet qui sera en plus à 2100 mètres d'altitude, donc on commence à arriver en altitude, c'est pas rien. Donc qui sera un gros élément à suivre. Très régulier le Tourmalet, hein, toujours à peu près entre 7 et 8%, donc il n'y a pas de replat ni rien, pas de répit pour les coureurs. Ensuite la Hourquette dans 6 ans. Alors la Hourquette dans 6 ans, c'est 8 km à 5,9% je crois. Donc comme ça paraît pas si difficile, à 5% même. En fait le truc c'est que il y a un replat slash descente au milieu. Et en fait, si on regarde les 4 premiers kilomètres et les 3 derniers, ils sont tous à 8-9% de moyenne, quoi. Donc c'est un col qui est quand même assez difficile. Même si c'est pas le plus long, même s'il y a un petit replat au milieu, il faut pas trop se fier au pourcentage, c'est un col difficile. Et ensuite on enchaîne donc avec Saint-Lary-Soulan, Plat d'Adé. Donc ça, c'est un col aussi difficile. Euh, En termes de pourcentage, c'est du 10 km à 8% de moyenne, mais il n'est pas très régulier non plus. C'est un col typique pyrénéen, avec un replat un moment un peu à la fin. La fin est moins dure, donc ce qui veut dire que le début est plus difficile. On va dire que les 8 premiers kilomètres sont largement à plus de 9% de moyenne. Donc c'est très difficile cette étape. Euh, Après, en termes d'agencement des cols, ils s'enchaînent quand même plutôt pas mal, mais on a un peu de plaine à chaque fois entre les cols. Donc ça peut peut-être un peu, comment dire, être fatal aux envies des attaques d'attaque, pardon. Donc on a un faux plat avant la Hourquette dans 6 ans, après le Tourmalet. Donc entre le début de la Hourquette et puis la fin de la descente, il y a un peu de faux plat montant. Donc là, ça sera pas forcément propice aux attaques. Et puis après la Hourquette dans 6 ans, avant Saint-Lary, Soulan, Plat d'Adé, on a aussi 6 km de plat. Donc
Pas certain qu'on ait des attaques avant en fait Saint-Lary-Soulan. Euh, et dans Saint-Lary-Soulan, vu que la fin est un peu plus facile, il faudra attaquer dès le début. Je pense que Pogacar essaiera de partir seul, donc on devrait avoir les UAE qui font un très gros rythme, je pense, dans les trois cols. Mais il faudra se dépêcher pour faire la fusée et la rampe de lancement de Pogacar avant qu'on repasse dans les parties un peu plus faciles de Saint-Lary-Soulan. Je pense que si en gros, globalement, on est groupé à 4 km de l'arrivée dans les pourcentages un peu moins durs, ce sera plus difficile de faire des différences et alors on aura peut-être un petit sprint en petit comité. Après, je pense quand même que Pogacar aura des envies et attaquera plus tôt. Donc on verra comment ça va s'agencer du côté de l'UAE. Est-ce qu'on crame Yates par exemple, Almeida pardon, ou Ayuso dès le Tourmalet, dès la Hourquette dans 6 ans? Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ou alors on attend simplement pour faire la méga fusée juste dans Saint-Lary-Soulan. Mais donc ça sera intéressant de voir à quel moment on va lancer les différents équipiers. Parce que en fait après on a que des grimpeurs, donc pour les parties de plaine, ça sera un petit peu moins efficace. Je pense que les autres équipes, à part la UAE, devraient plutôt être sur la défensive. Déjà parce qu'il y aura pas beaucoup d'écart, c'est la première grosse étape de montagne. Donc je pense que ça sera vraiment UAE qui va imprimer le tempo et les autres qui vont être en défensif. Surtout que UAE a vraiment l'équipe pour rouler et les autres c'est pas toujours le cas. Faudra aussi se poser la question de est-ce qu'il y a déjà deux courses l'une dans l'autre? C'est-à-dire qui va jouer la première place et qui va jouer le reste? Qui voudra suivre Pogacar en gros? Quand il va attaquer, je pense qu'on est à peu près sûr que Remco et Jonas Vingegaard vont suivre Pogacar, en tout cas essayer de le suivre. Même si Remco c'est pas un profil qui lui convient, alors que Jonas lui c'est vraiment un profil qui lui sied à merveille. Je pense que question d'ego, question de classement général actuel, question de forme, les deux vont essayer de suivre. Je pense que ça sera un petit peu dur pour Remco quand même. On verra s'il arrive à s'accrocher sur cette étape-là. Euh, on verra aussi l'état de forme de Jonas Vingegaard, s'il a évolué depuis ce début de tour. Avec, on a vu, il était un peu court sur le Galibier, même s'il est quand même pas dégueu. On verra si Jonas Vingegaard a repris un peu de forme d'ici là. On verra aussi si Pogacar commence pas à se faire ressentir de son travail sur le Giro. Vous avez vu que j'ai pas cité Primoz Roglic dans ceux qui voudront suivre Pogacar. Je suis pas certain que Roglic ait totalement les moyens. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur le Galibier, et je crois pas trop en une montée fulgurante de la forme de Roglic d'ici la fin du Tour de France. Donc je suis pas sûr qu'il ait les moyens de suivre Pogacar, et peut-être qu'il restera un peu plus tôt dans une course pour essayer de suivre Remco, ou peut-être ceux qui vont jouer le top 3, le top 5. Mais je suis pas certain qu'il essaye de suivre les attaques de Pogacar, même si on sait un peu que c'est la dernière opportunité pour Roglic de gagner le Tour de France. Je pense qu'il est quand même pas dans la même catégorie que Pogacar et Vingegaard, donc je suis pas certain qu'il essaye de suivre les attaques. Surtout que c'est pas vraiment son style de course. Faudra aussi voir si Ineos donc joue encore la victoire finale ou s'ils sont déjà passés plutôt dans une optique de faire un bon classement général avec Rodriguez. On verra quelle sera la stratégie de la Ineos. Et Carlos Rodriguez, je pense qu'il va monter en puissance, mais probablement qu'il pourra quand même pas suivre Pogacar et Jonas Vingegaard. Donc ça sera vraiment le premier gros révélateur des formes du moment, parce que je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes conclusions qu'après le Galibier. Et puis après, ça sera aussi l'occasion de voir quelles sont les formes des mecs qui sont un peu en embuscade au classement général, qui sont un peu loin parce qu'ils ont perdu un peu de temps sur le Galibier et sur le chrono, mais qui sont des bons grimpeurs. Donc par exemple, je sais pas moi, un Giulio Ciccone, un Buitrago, un Félix Gall, un Henrik Mas, tous ces mecs-là, voir à quel point ils sont bons en montagne, et puis on aura un classement qui devrait un peu se réorganiser parce que pas certain qu'on ait encore tous les équipiers des leaders qui soient si bien classés. Peut-être que les Adam Yates, les Almeida, les Ayuso vont un peu perdre de temps en général s'il y en a un qui doit se sacrifier pour l'équipe. Donc on aura un classement qui sera un peu remanié. Et je pense qu'on aura peut-être des mecs comme Derek Jeek qui vont redescendre dans le classement parce que là actuellement il est 9e. Jorgensen, ça dépend s'il accompagne Vingegaard, etc. Mais c'est pas impossible aussi qu'il disparaisse un peu du top 10. Puis Mikel Landa, je pense qu'il devrait y rester quand même parce que sur les Pyrénées et les Alpes, j'ai quand même un peu de mal à voir Remco plus fort que Landa, même si pour l'instant ça a été le cas. J'ai un peu peur que Remco soit court sur vraiment les grosses étapes de montagne et peut-être que Landa sera toujours à ses côtés, ce qui lui permettra de garder un bon classement général. Et donc je vois pas trop l'échappée gagner sur cette étape-là. En revanche, sur l'étape 15, c'est un peu différent. Donc l'étape 15, c'est l'étape du 14 juillet. Donc évidemment, il y a des Français qui vont essayer de briller.
C'est clairement une étape dantesque, hein, l'étape du 14 juillet, l'étape numéro 15. C'est tout simplement 200 kilomètres avec 5000 mètres de dénivelé positif. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté du truc. Et c'est pas juste une simple étape, puisqu'en fait, on commence déjà en montant. C'est-à-dire que l'étape commence dans le col de Perresourde, donc 7 kilomètres à quasiment 8% de moyenne. Donc en gros, il va falloir faire du home trainer pour être en forme dès le début de l'étape. Et ensuite, on a beaucoup de cols difficiles. Donc au total, c'est avec le Perresourde, c'est 4 cols de première catégorie, dont aussi il y a une partie du port de l'Ers qui sera escaladée, qui est pas référencée. Et ensuite, arriver au sommet du plateau de Bay, très difficile. Donc grosse étape de montagne. Beaucoup de points à aller chercher aussi pour les échappées, pour les montagnes. La différence avec l'étape 14, c'est qu'on a beaucoup de vallées entre les cols. Ils sont pas tous à la fin de l'étape, ils sont répartis uniformément, donc il y en a au début, au milieu, à la fin, et entre deux, il y a la vallée. Donc je pense qu'on aura quand même une échappée qui va sortir. Euh, on espère qu'on aura des grimpeurs qui seront propulsés dans Pérosourde. Après, je suis pas totalement certain que l'échappée soit sortie directement dans Pérosourde. Donc je vous disais, ça commence avec Pérosourde, 7 km à 8%. Ensuite, on va jusqu'en bas à Bagnères de Luchon, donc on descend loin. On a une partie de replat. Ensuite, on monte le col de Mantet et le col du Portet d'Aspet. Ça, c'est des cols difficiles. Pas très longs, mais avec des gros pourcentages, donc typiquement pyrénéens. Mantet, c'est 9 km à plus de 8,5%. Et Portet d'Aspet, c'est 4,4 km par cette ascension-là, pardon, à plus de 9% de moyenne. Donc c'est très dur. Donc ça, c'est le début d'étape. Ensuite, une longue vallée. Donc à peu près 50 bornes de vallée. Et puis on monte le col d'Agnès, puis le port de l'Ers. Col d'Agnès, c'est 10 km à plus de 8%. Donc encore une fois, un col très dur. Port de l'Ers. Ensuite, on redescend dans la vallée. Et là, on se retape encore 25 bornes de plat avant de faire le plateau de Bay. J'espère que vous avez enregistré toutes les infos. En tout cas, regardez un profil sur une carte quelque part. Je pense que donc on aura une échappée qui va se former. Dans Pérosourde d'abord. Mais peut-être que ça sera pas totalement sorti. On verra si ça ressort pas un peu dans la vallée après. Pourquoi pas dans le col de Mantet et du Portet d'Aspet. Mais je pense qu'on aura quand même une belle échappée qui va sortir avec pas mal de grimpeurs. Pourquoi pas aussi peut-être des défaillances dès le début, hein. On sait qu'on commence directement une étape par un col, c'est jamais facile. On a peut-être des coureurs qui craquent un peu. Je pense qu'on a un rythme assez fou au début, puis après ça va se calmer quand l'échappée sera sortie. Attention au délai. C'est une étape très longue avec beaucoup de dénivelé positif. On sait très bien que Cavendish et Jacobsen seront lâchés au bout de 20 mètres. J'espère pour eux qu'ils réussiront à rentrer dans les délais. Euh, et donc tout dépendra du rythme de l'étape pour décider du scénario. Donc soit l'échappée prend beaucoup de temps et gagne, ou alors les favoris vont rouler. Mais vu qu'il y a beaucoup de vallées, ça m'incite pas trop à partir sur un scénario favori. Ou alors il faudra vraiment une équipe super solide. Et à part la UAE, je vois pas grand monde qui soit capable de faire ça. Euh, Aussi, j'imagine pas de grandes manœuvres avant le col d'Agnès. Donc je vous disais, le col d'Agnès, c'est après la grande partie de vallée qui est au milieu de l'étape. On a le col d'Agnès qui intervient au kilomètre 129, qui est suivi du port de l'Ers. Et ensuite, on a 25 bandes de vallée avant le plateau de Bay. Je pense pas qu'on ait d'attaque, de grandes manœuvres du général avant ce col d'Agnès, puisqu'il y a les 50 bandes de vallée qui font peur à tout le monde, je pense. Euh, donc peut-être même en fait une course de côte, parce que les 23 bandes de vallée qu'il y a après le col d'Agnès et le port de l'Ers, c'est pas non plus très propice aux attaquants. Donc en fait, je pense qu'on aura des organismes très émoussés après une étape avec beaucoup de dénivelé positif, mais peut-être qu'il faut s'attendre plutôt à une course de côte dans le plateau de Bay. Donc le plateau de Bay, c'est très dur. Donc peut-être le plus gros col pyrénéen de cette édition, je pense. Donc c'est 15 bornes à 8% de moyenne. C'est pour vous dire. C'est assez régulier cette fois-ci, mais donc très long et très dur. Euh, je me retrouve dans mes notes. Je pense que dans l'échappée, on aura des coéquipiers de toutes les équipes de leaders à peu près, puisqu'on, je pense, quand même une grosse échappée va partir, avec des grimpeurs, mais aussi des coéquipiers de leaders. Ça dépendra aussi des résultats de la veille, évidemment. Peut-être que si on a un mec qui prend un tir dans l'étape 14, il sera dans l'échappée dans l'étape 15. Imaginons que Guillaume Martin prenne 10 minutes sur l'étape 14, évidemment qu'il sera dans l'échappée l'étape 15. Caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas étonnant qu'on ait des mecs qui aient pris cher sur l'étape 14, qui essaient de se refaire la cerise dans l'étape 15 en prenant l'échappée. Qui prendra la course en main?
A priori, je dirais encore une fois UAE, parce que c'est eux qui ont l'équipe la plus solide en montagne. Je pense pas qu'il y ait vraiment de changement de maillot jaune. Même s'il y a changement de maillot jaune, donc a priori, je vois pas qui à part Vingegaard pourrait prendre le maillot jaune. Je pense que les UAE rouleront quand même, parce que c'est eux qui ont l'équipe la plus solide, parce que c'est eux qui veulent porter le poids de la course. Donc dans tous les cas, UAE qui roule, mais pas certains qui reprennent l'échappée. Donc dans l'échappée, on aurait des purs grimpeurs, des mecs que j'ai un peu loin en général, peut-être ceux qui ont perdu du temps la veille. Euh, donc pourquoi pas, j'en sais rien, des Enric Mas, ce genre de gars, s'ils perdent beaucoup de temps. En termes de victoire française, qui on peut envisager? Bah, on a beaucoup de bons grimpeurs qui ont décidé de pas jouer le général. Donc ça, c'est un bon point. Évidemment, côté Groupama FDJ, David Gaudu et Martinez seront très attendus sur cette étape-là. Romain Bardet pour la DSM, évidemment. Euh, Barguil, je le sens un peu moins en forme, donc je mettrai peut-être pas Barguil. On verra si s'il se montre un peu sur sa deuxième semaine. Guillaume Martin, parce que Guillaume Martin, je l'imagine à plus de 10 minutes au général après l'étape 14. Donc je pense qu'il sera dans l'échappée. Côté Arkea, on a vu que Vauclin était en forme. Peut-être un peu trop dur pour lui, mais peut-être Vauclin ou Champoussin, pourquoi pas, dans l'échappée. Et après, il y a d'autres mecs, d'autres formations. Là, on sait que Simon Yates a perdu beaucoup de temps pour l'étape 9. Donc, il pourrait être dans cette échappée. Ça pourrait être vraiment une étape qui lui convient très bien. Simon Yates, en chasseur d'étapes, il a déjà fait ça sur plusieurs éditions du Tour de France. Des mecs comme Bilbao ou Buitrago, je pense qu'ils auront leur bon de sortie aussi. Côté IF, on pourrait avoir Paules, mais surtout Carapaz. Carapaz, vraiment une étape, je pense, qui est cochée par l'Équatorien. Maxime Van Gils, peut-être pour la Lotto, mais encore une fois, c'est peut-être un peu trop dur pour lui. Pour la Movistar, je pense que c'est peut-être Formolo qui a le meilleur profil. Henrik Mas, il a vraiment perdu beaucoup de temps, mais je pense que Henrik Mas, c'est plutôt un mec qui a des stratégies. Je m'accroche le plus longtemps possible, peu importe ce qui se passe. Derek G, s'il est loin au championnat, au classement général, pardon, ça peut être envisageable aussi de voir le Canadien à l'avant. Pourquoi pas ensuite des mecs comme de second rang un peu Harold Terrada, Lutsenko pour la Astana. Et puis pourquoi pas Steph Kras pour Total Energy s'il est un peu loin aussi au général. Même si on sait que son profil là lui c'est plutôt aussi de suivre les classements les meilleurs du classement général. Donc ça c'est pour les vainqueurs d'étape. Et puis ensuite pour ce qui se passera au classement général, je pense que c'est à peu près pareil que la veille. C'est vraiment une étape qui sied très bien à Jonas Vingegaard. Je pense que Pogačar sera aussi très en forme et on verra dans quelle mesure Remco Evenepoel et puis Roglic arrivent à suivre. Et puis moi je vois bien quand même Carlos Rodriguez pardon faire une bonne perf là-dessus. À noter que on aura peut-être un petit train encore une fois UAE et ça m'étonnerait pas que à un moment on se retrouve avec genre Yates, Almeida, Ayuso, Pogačar, juste à côté Jonas peut-être tout seul ou peut-être avec Jorgensen et après genre un mec ou deux. Peut-être Carlos Rodriguez, Remco s'il est vraiment bien, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait 50% du groupe de tête qui soit composé du... Enfin bref. Donc des gros écarts, je pense au général quand même sur ces étapes 14 et 15 avec un gros week-end de montagne qui va nous ravir. Et puis c'est cool, ça tombe le week-end, donc on pourra regarder les étapes en intégralité. Notamment l'étape 15, je pense qu'il faudra regarder dès le début pour voir comment se forme l'échappée. Ça sera super intéressant à suivre. Donc voilà, c'était pour l'étape, la seconde semaine pardon, du Tour de France, donc une semaine pardon, plus classique. La première semaine sortait un peu des sentiers battus avec la montagne, un chrono, etc. Des étapes difficiles, l'étape des chemins empierrés, etc. On avait vraiment une première semaine vraiment particulière, surtout avec ce démarrage en Italie. Là, on arrive sur une deuxième semaine plus classique, type Tour de France, c'est-à-dire avec quelques étapes de transition et puis un gros week-end pyrénéen. Et ensuite, on se retrouve avec une troisième semaine qui sera encore une fois assez atypique, puisqu'on arrive à Nice. Mais donc là, c'est vraiment la semaine à peu près normale d'un Tour de France. On verra comment ça va se passer. On espère évidemment des victoires françaises et puis de la grosse bagarre pour le général pour nous régaler. Et surtout, on espère pardon, que le suspense sera toujours de mise après cette semaine-là. Donc, si vous lisez entre les lignes, on espère que Vingegaard et Pogačar se tireront bien la bourre, et pourquoi pas accompagnés de Remco et Roglic. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief de cette deuxième semaine, et puis la préparation de la troisième semaine. Salut!